Donc pour ce webinaire, nous accueillons Olivier Carême de la Chambre d'agriculture de Martinique et Serge Simon qui travaille au CIRAD. Ils vont vous présenter leurs travaux sur la gestion de l'enherbement en culture tropicale. On va commencer avec toi, Olivier, si tu le veux bien. Donc Olivier, tu es ingénieur réseau défi en culture tropicale à la Chambre d'agriculture de Martinique. Ton groupe compte 11 agriculteurs en légumes et en petits élevages de bovins allaitants, ainsi qu'en culture vivrière. Vous travaillez sur de multiples pratiques, dont la réalisation et l'utilisation de biostimulants, la fertilité des sols et la gestion de l'enherbement. Et c'est ce dernier sujet dont tu vas nous parler aujourd'hui. Vous pouvez trouver la page groupe d'Olivier dans le chat à l'instant, donc dans l'onglet Conversation. Olivier, tu es aussi ingénieur dans un réseau de production de références technico-économiques, notamment sur la gestion de l'enherbement. Et écoute, je te laisse la main pour ta présentation. Ok, bonjour tout le monde et bienvenue à la présentation. Alors, nous allons donc aujourd'hui parler, comme il a déjà été dit, des techniques et stratégies de gestion des adventices en culture maraîchère et vivrière en Martinique. Alors, pour ce faire, nous débuterons par une introduction et un contexte de manière à bien définir le contexte dans lequel cette présentation se fait. Nous allons passer par la suite à quelques définitions de manière à préciser de quoi on parle. Faire un focus sur la collaboration entre la Chambre d'agriculture de Martinique et le CIRAD. Et pour entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire les stratégies de gestion des herbes indésirables. Je passerai ensuite la main à Serge pour la présentation du projet GAM, les conclusions et les perspectives. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la question de la gestion de l'enherbement, c'est un enjeu majeur en agriculture et plus singulièrement en agriculture tropicale. Donc, le webinaire a pour objectif à la fois d'améliorer la connaissance et de préciser ce qu'on fait en Martinique en termes de gestion de l'enherbement. Alors, le contexte est le suivant, on est dans un climat tropical. Alors, ça implique notamment qu'on a des températures moyennes annuelles de 26 degrés secs et qu'en termes de précipitations, on est sur une moyenne d'environ 2000 mm par an, avec toutes les conséquences sur notamment une croissance très rapide des adventices. Alors, la topographie. Alors, l'altitude moyenne est de 69 mètres. Alors, ça peut sembler pas très élevé, sauf que lorsqu'on fait un peu le bilan, on n'a que 10% de plaine sur l'île. Donc, ça rend la mécanisation difficile, avec des risques accrus d'accidents, notamment avec les engins agricoles. Une pénibilité importante parce que là où la mécanisation est difficile, le travail sera plus manuel. C'est un véritable frein pour le développement de l'agroécologie parce que là où on pourrait faciliter le travail de l'homme, on a encore des difficultés à le faire. Et c'est aussi, on oublie souvent, des déplacements difficiles. On a notamment un nombre relativement important d'exploitations qui sont difficiles d'accès. Alors, quelques chiffres clés à retenir. Le nombre d'exploitations diminue de manière constante depuis plusieurs années. On est globalement à moins de 20%. On a également le cheptel qui diminue et globalement le nombre d'actifs qui diminue dans le domaine agricole. L'un des chiffres qui pour moi est peut-être le plus inquiétant, c'est l'augmentation de la moyenne d'âge des chefs d'exploitation. On est aujourd'hui à plus de 55 ans, sachant qu'on n'installe pas 30 jeunes agriculteurs chaque année en Martinique. Alors, si on rentre un peu dans le détail des surfaces, on voit qu'elles ont diminué pour toutes les productions, en fait, aussi bien la banane que les tubercules, les légumes frais, etc. Et ça nous ramène à une perte d'environ 2000 hectares entre 2010 et 2022. Alors, si on regarde le cheptel, qu'il soit bovin, porcin, caprin, ovin, volaille, on a une nette diminution. Ce qui vient confirmer un peu le fait que l'agriculture martiniquaise soit en difficulté, globalement. Même constat, lorsqu'on, évidemment, on parle de carcasse, on confirme encore cette diminution, ce qui vient renforcer en fait la dépendance que
la Martinique par rapport aux aliments qui viennent de l'extérieur, sachant qu'on a une couverture de besoins en alimentation d'à peine 30%. Alors, un focus sur une aide européenne, donc le POSEI, avec un constat, hein, sur un total de 118 millions, on est globalement à plus de 80% qui va à la banane, un peu moins de 5% pour la canne, 7% pour les productions animales et 3,80% pour ce qu'on appelle la diversification. Donc, diversification, vous avez notamment le maraîcher mouillé. Et c'est sûr qu'avec un tel déséquilibre dans les aides européennes allouées aux différentes filières, ça n'aide pas à développer, on va dire, la part de l'agriculture qui sert à nourrir les Martiniquais. Donc, de ce côté, il y a un gros déséquilibre. Alors, il y a quand même des choses qui vont bien, notamment en ce qui concerne l'agriculture biologique, parce qu'on constate qu'il y a une évolution rapide du nombre d'exploitation. On est passé en 12 ans à x5 en termes de nombre d'exploitation, et on a près de 5% de la surface agricole qui est en agriculture biologique. Alors, en ce qui concerne la collaboration Chambre d'agriculture aussi, il faut noter que c'est une collaboration qui est très ancienne. La Chambre d'agriculture, traditionnellement, s'est toujours occupée des aspects techniques, mais on est aussi pratiquement systématiquement associé pour apporter notre réseau d'agriculteurs. On est ceux qui, sur le territoire, avons la plus grosse expérience sur l'accompagnement. On a participé au comité de pilotage, on relie les livrables, c'est aussi une partie non négligeable. Et lors de nos formations de nos journées techniques, on va vulgariser ces techniques, toujours en s'associant avec le CILAD. Le CILAD, lui, c'est vraiment la partie recherche, donc avec des conceptions de nouvelles pratiques, la mise en place de suivi des essais et la diffusion des résultats. Et là, vous avez une magnifique photo dans le cadre du projet PUMAT, où nous avons fait un atelier de co-construction pour justement imaginer des systèmes très performants, justement, en termes d'agroécologie. Alors, quelques définitions. Tout d'abord, lorsqu'on parle d'herbe indésirable, il faut comprendre que ça va se situer à un instant T, donc on est une plante indésirable dans les parcelles cultivées à un moment donné. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément une culture qui n'est pas intéressante, une production végétale qui n'est pas intéressante, sauf que là où elle se trouve à un moment donné, elle n'est pas à sa place. Donc les techniques de gestion des herbes indésirables, par contre, ce sont des méthodes permettant de limiter la croissance et le développement des herbes indésirables. La stratégie de gestion des herbes indésirables, c'est justement la combinaison de méthodes permettant de limiter la croissance et le développement des herbes indésirables. Alors, quelques points de vigilance auxquels il faut faire très attention lorsqu'on va parler de stratégie de gestion des herbes indésirables. Premièrement, faire attention à l'espèce cultivée. En fonction de l'espèce cultivée, les techniques employées ne seront pas les mêmes. Faire attention aux stades d'intervention optimaux, sachant que quelle que soit la technique que vous allez utiliser ou la stratégie que vous allez utiliser, le stade d'intervention est déterminant dans l'efficacité de telle ou telle technique. Les stades phénologiques critiques pour la culture, autrement dit, vous savez qu'une culture donnée à un stade critique à 3 semaines après plantation, il va falloir faire en sorte qu'à ce stade-là précis, la gestion d'un environnement soit bien assurée. Et bien évidemment, la question de la main-d'œuvre reste centrale, puisqu'on vient de constater dans les chiffres du contexte que la main-d'œuvre diminue et il est justement question de tenir compte de ce paramètre lorsqu'on choisit une stratégie pour la gestion des herbes indésirables. Alors, parmi les stratégies et les techniques que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, il y a la bâche d'occultation. Alors, le choix, c'est parce qu'elle est simple, vraiment très simple, qu'elle ne coûte pas cher à être mise en place et qu'elle permet, chez les petits maraîchers notamment, d'être relativement autonome dans cette gestion des herbes indésirables.
Donc, pour plus d'efficacité, il vaut mieux faucher. Alors, souvent ici, ça se fait à la débroussailleuse, à la autofile. Et en termes de coût, ce qu'on va remarquer, c'est qu'on a un coût qui varie entre 0,17 à 3 euros du mètre carré. Bien évidemment, ça va dépendre de la qualité de la bâche, mais aussi de sa provenance. Il y a effectivement des possibilités d'avoir des bâches de récupération, et c'est vrai que le coût va, dans ce cas, diminuer. Alors, voilà un peu le résumé de cette pratique. Donc, c'est issu d'un ouvrage qu'on va vous présenter ici pendant sa présentation et qui permet d'avoir en fait une vue d'ensemble en termes d'avantages et inconvénients sur chaque stratégie technique. Alors, en Martinique, traditionnellement, on pratique souvent l'association culture qui va permettre en fait d'une part de effectivement gérer l'enherbement, mais il y a des bénéfices à côté autres qui permettent de valoriser les surfaces de manière beaucoup plus optimum, d'améliorer le revenu de l'agriculture parce qu'avec l'évolution du climat et la difficulté à produire, plus vous allez avoir de cultures différentes sur une parcelle et plus vous augmentez la possibilité effectivement de récolter quelque chose. Ça diminue en fonction des plantes que vous allez retenir pour l'association, l'appétence pour les bioagresseurs, et ça améliore la qualité de l'offre proposée aux clients. Autrement dit, quelqu'un qui veut commercialiser en circuit court sous forme de panier ou autre, plus vous avez une gamme de produits étendue et plus vos clients seront contents. Alors, l'autre technique, c'est le paillage avec une toile tissée. Cette technique a l'avantage de pouvoir être financée. En fait, la toile tissée est considérée comme un investissement, donc elle est éligible aux différents fonds, notamment les fonds européens. Et il a une durée de vie. Alors, ça va dépendre des conditions d'installation et comment vous allez la préserver, mais on a vu des toiles tissées tenir jusqu'à 10 ans sur certaines exploitations. Alors, pour toutes ces techniques où vous allez retrouver de la matière plastique, l'une des limites, justement, ça va être cette gestion des déchets. Et dans notre accompagnement à la Chambre d'agriculture, c'est vrai qu'on va s'efforcer de faire un peu de la prévention en expliquant aux agriculteurs comment faire pour gérer ces déchets et vers quel organisme se diriger pour pouvoir éliminer ces déchets. Donc voilà ici encore la fameuse fiche de synthèse. Alors, focus sur cette technique qui est particulière. Alors, on a développé à la Chambre un paillage autour du carton avec, je vais dire, une initiative un peu particulière. On a une association qui s'occupe de gérer les déchets des industries, notamment en Martinique, et qui a pris contact avec nous à l'époque où on cherchait à s'approvisionner de manière régulière en carton, de manière à pouvoir dispatcher vers les agriculteurs. Et il se trouve qu'on a un brasseur local, fabricant de bière, qui nous met à disposition ce carton. Et chaque fois qu'un agriculteur a besoin, donc je vais, moi, m'occuper de mettre en contact les deux, de faire en sorte que les deux se rencontrent et que le carton arrive finalement sous l'exploitation de l'agriculture. Alors, la technique permet d'être utilisée aussi bien en maraîcher qu'en ouvrier. Et un gros avantage, c'est que là, on a un matériau biodégradable qui se dégrade très naturellement et relativement rapidement une fois qu'on l'a enlevé de la parcelle et dont la pose est simple. Alors là, vous voyez du carton mouillé, c'est une excellente chose parce qu'une fois qu'il a été mouillé, une fois, il va se plaquer au sol et il ne plus bouger. Donc, ça rencontre un succès auprès des agriculteurs justement parce que la matière première est gratuite, facilement transportable dans un pick-up et bien tolérée aussi bien par les cultures maraîchères que les cultures vivrières. Donc l'accompagnement de la Chambre d'agriculture sur cette stratégie, ça va être aussi bien le choix du type de carton, la mise en réseau entre fournisseurs et utilisateurs parce qu'on a développé justement des contacts avec d'autres fournisseurs que le brasseur, et puis le conseil technique pour
la pose, savoir comment on la pose, comment on l'entretient, de manière à ce que l'essai se transforme très rapidement chez l'agriculteur. Donc, une autre fiche de synthèse, cette fois-ci sur le carton. Alors, j'en ai terminé moi pour ma présentation. Je passe la main maintenant à Serge qui va poursuivre sur d'autres aspects de la gestion en culture maraîchère vivrière des adventistes. Merci Olivier. Alors, avant effectivement de laisser la main à Simon, vous pouvez poser vos questions à Olivier directement dans l'onglet Q et R. En attendant, vous trouverez dans le chat des liens vers plusieurs ressources complémentaires que nous a fournies Olivier sur notamment les sujets du paillage et des associations de culture. Et donc, on va commencer avec les questions. Alors, Olivier, si tu es toujours là, ouais, c'est bon. Oui, Tu bon. as comme question pourquoi asperger avant et après la pose de la bâche? Pourquoi? J'ai pas compris. Pourquoi? Pourquoi asperger avant et après la pose de la bâche? Alors, je crois que c'était une information que tu as donnée plutôt au début de ta présentation. Pourquoi asperger? La bâche d'occultation. Ah, oui. Alors, en fait, il faut, pour la plaquer, en fait, on va dire ça comme ça, que ce soit mouillé. Une fois la bâche mouillée, elle est un peu plus lourde, donc elle va adhérer au sol. C'est pour les mêmes raisons qu'on va faucher, faucher l'herbe, de manière à ce que la bâche soit plus proche possible du sol et adhère mieux au sol et permettre d'occulter vraiment l'herbe. Ce qu'on cherche à chaque fois, en fait, c'est d'améliorer l'efficacité de chaque technique. On sait qu'il y a des conditions qui sont plus ou moins favorables, on va dire, à l'expression de la technique si on prend certaines précautions. Super, merci pour ta réponse. Autre question, pourquoi Crotalaria refusa dans les espèces indésirables? Eh bien, Crotalaria retusa dans les espèces indésirables. Alors, on revient justement à la définition. Ce qu'il faut bien comprendre, et je vais caricaturer volontairement, si vous avez, je ne sais pas moi, un plant de concombre qui pousse au plein milieu d'une parcelle, vous n'avez pas envie d'avoir du concombre parce que, je prends un exemple, vous avez des produits phyto qui ne sont pas homologués sur le concombre, ce n'est pas intéressant pour vous d'avoir ce plant de concombre. Mais là, c'est exactement la même chose. Tout ce qui n'est pas souhaité devient indésirable. Donc, on est vraiment dans une, comment je vais dire ça, dans un parti pris, on va dire ça comme ça. En plus, il faut savoir que dans beaucoup de cas, vous avez des herbes indésirables qui vont aussi être qu'on appelle ça encore, le refuge pour certains ravageurs, qui vont aussi être, comment dire ça, permettre à certaines maladies de s'exprimer. Donc c'est vrai qu'on évite, en tout cas au moins à l'intérieur de la parcelle, leur présence. Maintenant, l'idée n'est pas d'être 100% sans herbe indésirable, c'est pour ça qu'on d'ailleurs qu'on parle de gestion et non de totale élimination, mais d'arriver à un seuil, alors qui va dépendre de chaque culture, que le conseiller ou l'agriculteur va considérer comme compatible avec la production et compatible aussi avec la gestion de l'environnement. Super, merci. Question suivante, quel est le temps de dégradation du carton? Alors, bonne question. Alors, dans des conditions, on va dire entre guillemets extrêmes, où on a pratiquement, on doit avoir 2,5 mètres d'eau par an à cet endroit-là, c'est sur Basse-Pointe. On a constaté sur un essai l'igname, ça avait duré plus de 7 mois, et lorsqu'on a récolté l'igname, le carton était encore en place. Donc, parce qu'en fait, l'un des paramètres qui, je veux dire ça, qui précipite la dégradation du carton, c'est l'eau.
les précipitations et le fait de marcher dessus ou pas. Donc, lorsque vous ne marchez pas dessus, même si c'est humide souvent, ça se conserve très bien. Et puis, on a accès maintenant à 3 types de cartons avec des grammages différents. Donc, en fonction du contexte, on peut avoir des cartons qui se dégradent plus ou moins rapidement. Ça va dépendre de la culture et des souhaits de l'agriculteur. Et nous, on conseille derrière pour qu'il ait, on va dire, le carton qui soit le mieux adapté à sa situation. Super. Et pour continuer sur les questions du carton, du coup, en lien avec tes différents types de cartons, est-on sûr de l'innocuité des cartons utilisés? Excellente question. Alors, on s'est posé très tôt la question parce que la parcelle sur laquelle on a commencé les premiers essais est certifiée en agriculture bio. C'est une parcelle de la Chambre qui se trouve dans la ville du François en Martinique. Donc, on a très tôt posé la question à l'organisme certificateur qui a fait des recherches, notamment sur les cols utilisés pour les différentes feuilles là. Et la réponse était que compte tenu des méthodes, si vous voulez, des techniques de réalisation du carton aujourd'hui, ça ne posait pas de problème. Ça marche, merci. Question suivante. Quid du relargage du PFAS par les bâches en plastique, surtout en climat tropical? Excellente question. Alors, personnellement, je n'ai pas d'éléments. Alors, il y a peut-être des études qui ont été faites là-dessus. C'est vrai que, en ce qui nous concerne à la Chambre, lorsqu'on peut éviter d'utiliser des bâches, on essaie d'utiliser. Mais pour l'instant, enfin, le choix se limite à herbicides, bâches plastiques, éventuellement méthode mécanique. Donc, il est relativement réduit. Mais effectivement, il faut se poser cette question et puis il faudrait que la recherche puisse nous donner des éléments de réponse sur les éventuels relargages de molécules dans le sol, surtout que nous, on est dans un contexte où on a la chlordécone et que donc on n'aimerait pas se retrouver avec une difficulté supplémentaire dans l'avenir. Tout à fait d'accord. Merci Olivier. Question suivante. A-t-on une idée de la perte de récolte causée par une mauvaise gestion de l'enherbement et Alors, quantifiée? on a une idée très précise. Alors, c'était sous des essais INIAM, Chambre d'agriculture à l'époque. On avait calculé que c'était à peu près 30% de perte. Mais bien évidemment, c'est un chiffre à prendre avec des pincettes parce que ça va dépendre beaucoup de la culture qui est concernée. Certaines cultures sont extrêmement sensibles, notamment certaines tubercules comme l'INIAM. En maraîchage, vous pouvez perdre 100%. Donc, d'une manière générale, les pertes sont importantes. Non seulement dû au fait que votre culture principale ne va pas se développer, mais au fait aussi que ça peut être le foyer pour attirer des ravageurs et des maladies. Donc, la perte de toute façon est importante. Et dans un contexte climatique martiniquais, en ce moment où ça fait pratiquement 6 mois qu'il pleut non-stop ici, on ne peut pas se permettre en plus d'augmenter la difficulté en ne gérant pas de manière sérieuse l'environnement. Ça marche, merci. Alors peut-être une dernière question. Quels sont les freins principaux, selon toi, à une meilleure diffusion des méthodes alternatives de gestion de l'enherbement, auprès des agriculteurs directement? Alors, je parlais de la moyenne d'âge, 55 ans, un peu plus. En fait, on a un certain nombre d'agriculteurs qui partent à la retraite bientôt et qui ne sont pas forcément dans une logique où ils ont envie de modifier, on va dire, leurs habitudes qui, des fois, remontent à plus de 40 ans. Donc, on a cette difficulté-là. L'autre difficulté qu'on rencontre, c'est le fait qu'on n'ait pas forcément de matériel adapté sur l'île. Alors, je m'explique. Nos vendeurs de matériel rechignent beaucoup à faire entrer du matériel s'ils ne sont pas sûrs de le vendre. Or, nous, évidemment, Chambre d'agriculture, on n'importe pas de matériel, mais on aurait voulu pouvoir montrer aux agriculteurs un certain nombre de matériels qui existent, notamment tout ce qui est micro-tracteurs sur lesquels on peut adapter des outils. Et c'est vrai, faute de pouvoir faire ces démonstrations, on perd du temps. On
perdu. Alors, il y a aussi un troisième élément, c'est l'accès aux aides européennes. Il faut savoir que c'est des dispositifs qui sont relativement lourds au niveau administratif, avec en plus des délais de traitement qui se sont beaucoup allongés et qui font que la réponse et les fonds arrivent des fois plus d'un an après la demande. Et vous comprenez bien que ce n'est pas compatible en fait avec le fonctionnement d'une exploitation agricole. Donc voilà en gros on va dire les trois éléments qui, à mon avis, freinent encore. Maintenant, il y a des raisons d'espérer. Les produits phyto sont clairement identifiés par les agriculteurs aujourd'hui comme à manier avec beaucoup de précautions et avec des impacts réels sur l'environnement d'une part. Et aussi, il y a la volonté de coller à une demande sociétale qui est de moins, voire d'éliminer totalement les produits phyto des processus de production en agriculture au niveau de la Martinique. Super. Bon, bah, merci beaucoup, Olivier, pour tes réponses. Si vous avez d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu pour le moment, n'hésitez pas à contacter ensuite Olivier par mail. Et nous allons maintenant passer à la seconde présentation de Serge. Donc Serge, tu es ingénieur agronome au CIRAD sur les cultures maraîchères. Tu ne travailles pas pour le réseau Défi, mais tu travailles avec Olivier sur différents sujets. Tu as une bonne expertise des pratiques agricoles en zone tropicale grâce à différentes affectations de carrière dans les DROM, mais aussi en Afrique de l'Ouest. Et récemment, en réponse à une forte attente des maraîchers martiniquais sur la gestion de l'enherbement, tu as coordonné le projet GAM dont tu vas nous parler aujourd'hui. Serge, je te laisse la main. Merci Clémence. Bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui donc le projet GAM. Donc GAM, c'est pour gestion agroécologique de l'enherbement sur les cultures maraîchères en Martinique. C'est un projet que j'ai coordonné en collaboration avec la Chambre d'agriculture de Martinique, l'Institut technique tropical, le lycée agricole de Croix-Rivaille et une association de producteurs, Tanoulio. Ce projet a été financé sur fonds européens avec le relais de la collectivité territoriale de Martinique. En matière de gestion de l'enherbement, comme l'a dit Olivier, les attentes des producteurs, c'est de pouvoir réduire l'utilisation des phytos, notamment dans le cas présent des herbicides, mais également de pouvoir maintenir et augmenter leurs revenus et surtout de diminuer la pénibilité des pratiques de gestion de l'enherbement actuelles. Les objectifs du projet étaient donc de co-concevoir des pratiques innovantes de gestion de l'enherbement afin d'établir des référentiels technico-économiques pour faciliter et accompagner l'adoption de nouvelles pratiques. Tout au long du projet, donc, les essais ont été réalisés chez des producteurs volontaires, chez qui nous comparions des pratiques alternatives avec leur pratique habituelle, qui est le plus souvent la culture sur sol nu. La majorité des essais qui ont été conduits lors de ce projet concernaient l'évaluation des paillages, en comparaison donc avec la pratique des producteurs. Parmi ces paillages, donc, nous avons évalué divers paillages manufacturés, donc la toile tissée dont a parlé tout à l'heure Olivier, mais également donc, le papier et le carton. Et nous avons également travaillé sur des paillages organiques sous forme de divers paillis ou de BRF, donc le bois raméal fragmenté. Concernant ces paillages organiques, il est souvent nécessaire de réaliser des étapes antérieures avant la mise en place sur les planches de culture, avec une illustration ici de broyage pour l'élaboration de BRF. Un autre facteur important concernant les paillages organiques est le respect d'une bonne épaisseur de couverture afin d'assurer à la fois l'efficacité des paillages, mais également leur durabilité dans le temps. Dans le cadre du projet, nous avons aussi évalué quelques petits outils mécaniques. Ça a été le cas notamment de herses rotatives et de sarcleuses qui peuvent s'adapter à l'extrémité de débroussailleuses. Comme l'a dit Olivier, les débroussailleuses étant très utilisées ici en Martinique. Donc ça permettait de faciliter l'adaptation de cette mécanisation.
Il est toutefois important de préciser que ce désherbage mécanique ne peut intervenir que sur sol sec, car sinon, on voit très rapidement les outils s'encrasser, comme c'est illustré à gauche sur la photo que je vous ai montrée. Nous avons également évalué d'autres outils, en particulier la houe maraîchère. Donc, la houe maraîchère permet d'utiliser les mêmes outils que lors d'un binage manuel avec des outils branchés à l'extrémité d'un manche. L'avantage de la houe maraîchère, c'est que la houe permet de porter l'outil et de moins avoir à courber le dos pour manipuler les outils. Donc, les outils adaptés à la houe maraîchère peuvent être soit un sarcloir oscillant, une griffe ou une simple lame. Nous avons également évalué un autre outil qui est le désherbeur thermique, mais dans ce cadre-là, nous avons très vite observé une efficacité très fugace, comme l'illustrent les 3 photos en dessous du désherbeur, où on voit qu'une semaine après l'application du désherbeur, on voit réapparaître des mauvaises herbes, notamment les mauvaises herbes pérennes, et les lianes qui se développent, qui sont fortement présentes aux Antilles. Nous avons aussi en parallèle des études de paillage, travaillé à l'autoconstruction d'une dérouleuse manuelle et d'une dérouleuse tractée, dont cette activité a été conduite en collaboration avec l'Atelier Paysan, association de métropole qui est bien connue aujourd'hui. Et ces dérouleuses permettaient à la fois l'application de paillage plastique, mais aussi la mise en place de paillage papier. Enfin, nous avons pu bénéficier également de la démonstration d'un robot désherbeur à travers une formation dispensée par un fabricant, donc fabricant Nayo, qui nous a fourni un robot désherbeur de hose. Nous avons pu, avec ce robot, réaliser des conduites d'essai en plein champ et sous abri, et réaliser des démonstrations lors de diverses journées techniques. Tout au long du projet, les indicateurs d'évaluation des pratiques portaient à la fois sur l'efficacité agronomique à travers le suivi et la caractérisation de l'enherbement, mais également le volet de rentabilité économique en réalisant un suivi de l'itinéraire culturel de la parcelle. Et enfin, une analyse sociologique était également conduite afin de collecter les conditions d'adoption des pratiques à dire d'acteurs. Concernant l'efficacité agronomique, elle a consisté principalement en un inventaire des mauvaises herbes présentes dans les cultures et surtout par la mesure du taux de couverture, du taux d'enherbement, du pourcentage d'enherbement, donc la surface du sol occupée par les mauvaises herbes, et pour cela nous utilisions des quadras de 50 cm. Concernant la mesure de la performance des paillages, elle portait sur l'évaluation progressive de la dégradation qui se traduisait par la mesure du taux de recouvrement du sol par les différents paillages. Pour illustrer ces observations agronomiques, je vais vous montrer 2 situations. Alors, une première situation chez un producteur de concombres qui travaille donc, habituellement sur sol nu, donc c'est la courbe marron que vous voyez, et lui, il pratique généralement des désherbages précoces en début de culture. Ensuite, il n'intervient plus qu'à la veille du début de récolte. Et à ce moment-là, on voit que l'enherbement a quand même commencé à bien se développer dans la parcelle. Chez ce producteur, nous avons évalué 3 types de paillage, le paillage papier, le carton et la toile tissée. Ce sont les courbes en couleur que vous voyez en bas du graphique. Et l'on voit que ces 3 paillages ont permis tout au long de la culture de maîtriser l'enherbement sans aucune intervention. En haut du graphique, les courbes en pointillés représentent le taux de recouvrement des paillages. On voit qu'il a très faiblement évolué tout au long de la culture, ce qui a permis le contrôle de l'enherbement. Chez un second producteur, donc c'est un producteur d'oignon pays. L'oignon pays, c'est vrai que c'est une culture spécifique des Antilles, mais c'est l'équivalent des cives dans l'Hexagone. Donc c'est une culture qui se fait sur un cycle plus long, de 6 à 7 mois. Et là, le producteur là, cultivait également les oignons pays sur sol nu, et il ne réalise des désherbages que lorsque la culture est menacée. C'est-à-dire qu'il réalise un premier désherbage 1 mois après la plantation,
Il n'intervient en cours de culture que lorsqu'il juge qu'il y a danger, et donc là, il est intervenu alors que l'enherbement atteignait un taux important, parce que 80% d'enherbement, c'est quand même assez important pour la culture. Et il est ensuite intervenu avec un troisième désherbage à la veille début de récolte des oignons pays. Chez ce producteur, nous avons évalué un paillage avec du BRF, c'est la courbe violette en bas du graphique, et l'on voit que ce BRF a permis de bien contrôler l'enherbement durant les 3 premiers mois de culture sans aucune intervention. Là, ayant atteint le seuil de 30%, alors 30% c'est un seuil moyen défini avec l'ensemble des producteurs, donc c'est le seuil normalement de nuisance, début de nuisance pour la culture. Et donc là, nous avons pratiqué sur le BRF un désherbage qui a permis de réduire l'enherbement, et ensuite l'enherbement s'est de nouveau redéveloppé. Et là, c'est le producteur qui est intervenu à la fois sur sa parcelle et sur le BRF, mais cette dernière intervention n'était pas indispensable sur le BRF, puisqu'on n'avait pas atteint encore le seuil de 30%. On voit donc à travers ces deux illustrations que les paillages ont permis de fortement réduire les interventions de gestion d'enherbement. Concernant la rentabilité économique, nous sommes intéressés d'un côté au prix des intrants et matériels et d'un autre volet sur la main-d'œuvre. Concernant le prix des intrants, donc là je vais vous donner une seule information concernant donc le prix des paillages manufacturés, puisque les paillages organiques, c'est plus difficile d'élaborer le coût puisque l'on va utiliser des matériaux présents sur l'exploitation. Mais en ce qui concerne les paillages manufacturés, là les prix sont donnés pour une couverture d'une planche de culture de 10 mètres carrés. Sinon, on regarde le paillage plastique qui est assez peu utilisé, mais quand même utilisé en Martinique, il revient à 2,70 €. On voit qu'au contraire, donc, les paillages carton et papier craft reviennent beaucoup moins cher. Donc le carton étant gratuitement distribué, comme vous l'avez indiqué Olivier tout à l'heure, le papier craft, lui, est quand même commercialisé par la cartonnerie des Antilles à un prix tout à fait raisonnable. Et en comparaison, vous avez aussi la toile tissée, donc c'est le chiffre que vous a donné Olivier tout à l'heure. En considérant un amortissement sur 5 ans, on a un prix de revient de 5 € pour couvrir 10 mètres carrés. Concernant la main-d'œuvre, on a pu noter que le bilan, ça a été de dire qu'il n'y a pas d'économie du temps de travail avec l'utilisation de paillage, mais une substitution d'opération. Pour illustrer ceci, voici donc un exemple sur une culture de concombre. À gauche, vous avez la répartition du temps de travail sur sol nu et à droite, la répartition du temps de travail sur une culture sur paillage papier. Ce que l'on observe, c'est que le temps consacré au désherbage manuel en sol nu se révèle équivalent au temps d'installation du paillage papier sur la culture. Donc là, on a une équivalence de temps. On note par ailleurs que certaines opérations sont modifiées également. Il s'agit notamment de la plantation qui est ralentie en présence de paillage papier. D'une part parce qu'il y a tout l'aspect de perforation du paillage papier qui doit être réalisé, et également une nécessité d'être plus soigneux au moment de la plantation pour éviter de déchirer le paillage papier à travers les trous de plantation. Mais ce temps supplémentaire consacré à la plantation est récupéré, entre guillemets, au moment de la récolte, puisque la présence du paillage papier va faciliter cette récolte et l'identification des fruits. Et il va également améliorer la qualité de la récolte. Concernant le bilan donc, concernant la main-d'œuvre, donc s'il n'y a pas d'économie du travail, il est quand même important de signaler que l'installation du paillage est jugée moins pénible que la pratique du désherbage manuel sur sol nu. Concernant l'analyse sociologique, donc cette évaluation est réalisée à dire d'acteur par les producteurs. Donc nous collectons de l'information auprès d'eux tout au long des essais conduits et nous leur demandons donc de nous fournir un degré de satisfaction de la pratique alternative par rapport à la pratique habituelle et de décomposer cet avis avec des chiffrages en temps de travail et en réduction de la pénibilité. Également de nous partager tous les avantages et inconvénients qu'ils constatent avec la pratique alternative par rapport à leur pratique habituelle,
ce soit les points positifs et les points négatifs, et également donc, de juger de l'efficacité de la gestion de l'enherbement par rapport à leurs pratiques. Enfin, donc, nous collectons avec eux, nous réalisons un comparatif avec leurs pratiques habituelles en relevant les points positifs et négatifs de la pratique alternative. Pour illustrer ce volet d'analyse sociologique, je vous montre l'exemple ici de l'avis d'une productrice sur la technique du paillage papier sur culture de salade. Elle a pu constater qu'effectivement, la main-d'œuvre consacrée à l'installation du papier est équivalente au temps passé au désherbage manuel sur sol nu. Elle juge également que l'entretien de la culture sur paillage papier est plus facile, que la récolte est de meilleure qualité et surtout qu'il y a une forte diminution de la pénibilité des interventions. Elle soulève quand même des interrogations ou des inquiétudes, notamment concernant la disponibilité du paillage papier, puisque là, il y a dépendance d'un fournisseur et donc le risque de rupture de stock éventuelle, puisque on est sur une île et les arrivages ne sont pas toujours aussi réguliers qu'en métropole. Elle note également l'intérêt de changer le mode d'irrigation. Elle pratiquait jusqu'à présent une irrigation par aspersion, mais elle a vu qu'il serait souhaitable qu'elle passe à l'irrigation goutte à goutte sous le paillage papier pour améliorer l'irrigation de la culture. Enfin, concernant donc, le projet, donc, il a été valorisé sous diverses formes tout au long du projet et à l'issue du projet. Donc, plusieurs journées techniques ont été réalisées avec des démonstrations de paillage auxquelles donc, les producteurs ont été invités. Lors de ces présentations, nous présentions les résultats sous forme de posters et sous autres formes aussi de diffusion. Nous avons réalisé des vidéos sur quelques pratiques alternatives et également donc, des interviews de producteurs. Au final, à la fin du projet, donc, tous les résultats ont été réunis dans un recueil de fiches techniques. Vous avez la couverture ici. Ce recueil est téléchargeable gratuitement en flashant le QR code présent sur cette diapositive. Au sein de ce recueil, donc, vous avez à gauche le plan des fiches de chaque pratique. Il y a 19 pratiques qui sont décrites dans ce recueil. Sur la page de garde de chaque paillage, chaque pratique, est indiqué le type de pratique, donc ici la couverture du sol concernant le paillage carton, mais également le positionnement par rapport à la mise en culture, est-ce qu'elle a lieu avant, bien avant ou après la culture. Et également, en bas de la première page, vous avez une frise d'évaluation globale des performances, qu'elles soient agronomiques, environnementales, économiques ou concernant l'organisation du travail. En guise de conclusion et perspective, il est important de signaler que la gestion alternative de l'enherbement contribue à répondre à la demande sociétale de réduction des pesticides chimiques. Et comme vous l'a dit Olivier, la problématique chlordécone ici a amplifié cette demande sociétale. Par ailleurs, on voit qu'il existe une grande diversité de pratiques et que celles-ci sont au choix des producteurs. Et donc, le choix doit être fait par le producteur selon la topographie de son site, la culture ciblée, sa capacité financière et sa disponibilité en main-d'œuvre et d'autres facteurs qui peuvent aussi être pris en compte. Enfin, un peu comme l'a dit Olivier tout à l'heure, l'adoption de certaines pratiques peut nécessiter des aides financières. Donc, c'est notamment le cas pour l'achat des paillages manufacturés, mais également les outils nécessaires à la préparation des paillages organiques. Et surtout, il est important de pouvoir apporter un accompagnement conseil aux producteurs qui se lancent dans l'application des pratiques alternatives. Je vous remercie de votre attention. Merci Serge pour cette présentation. Si vous voulez aller plus loin, vous trouverez maintenant dans le chat plusieurs ressources fournies par Serge. Et nous allons maintenant passer aux questions pour toi, Serge. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, toujours dans l'onglet Q&R. Première question, Serge. Le prix du paillage pour 10 mètres carrés est-il annuel?
Disons que les différents paillages, on a vu que la durabilité était variable d'un paillage à l'autre. Là, que ce soit les paillages carton et papier, ce sont des paillages qui ont une durabilité d'au moins 6 mois, hein, d'après toutes les expérimentations que l'on a pu conduire. Hein. Ça rejoint l'information donnée par Olivier tout à l'heure sur Igname. Par contre, bon, la toile tissée, là, on est sur une durabilité plus importante. Hein. Par contre, là, le coût qui est calculé ici, donc, ne tient pas compte effectivement de la durabilité. C'est le coût de mise en place, donc c'est le coût d'investissement qui doit être réalisé. Ça marche, merci. Quelles sont les conclusions pour l'utilisation des petits outils? Justement, la difficulté des petits outils, ce qui va être déjà un frein, ça va être leur coût. Que ces petits outils, que ce soit la bineuse ou la sarcleuse, c'est des outils qui coûtent à peu près entre 200 et 300 euros. Donc, il faut pouvoir les adapter. Alors, il y a parfois des problèmes de compatibilité avec les débroussailleuses que possèdent les producteurs. Mais le frein le plus important, c'est ce que j'ai signalé, c'est-à-dire que ce désherbage ne peut être réalisé que sur sol sec. Et malheureusement, quand on est en climat tropical, les périodes où le sol est sec sont assez limitées. Et enfin, ce désherbage mécanique n'est adapté que sur des cultures avec un espacement suffisant, puisqu'il faut faire attention que le passage de l'outil ne blesse pas la culture. Donc il faut des espaces. Ça peut être utilisé, l'usage le plus intéressant qui apparaît, c'est pour le désherbage des passe-pieds, notamment entre les planches de culture. Merci pour cette réponse. Question suivante. Avez-vous établi des référentiels de coûts horaires des outils mécaniques, du type débroussailleuse universelle, dérouleuse, etc.? Alors, nous avons pas fait de chiffrage vraiment précis parce que d'une exploitation à une autre, selon l'expérience de chacun, c'est très variable. Dans le guide, nous avons indiqué des temps horaires de temps d'application de ces différents outils. Donc, c'est des choses des outils qui sont assez rapides. Par contre, il est certain que ça ne fait pas un aussi bon désherbage qu'un désherbage manuel à la main, puisque là, on a le risque de repousse. Donc, il y a besoin de la fréquence de passage. Et il faut aussi noter que ces outils ne sont pas utilisables sur un enherbement installé. C'est-à-dire que c'est des outils qu'il va falloir les passer au stade les sensibles des mauvaises herbes, généralement quand elles sont très jeunes, de façon à les déraciner et qu'elles ne puissent pas redémarrer. Super, merci. Question suivante. Y aurait-il la possibilité de créer du papier avec des essences locales pour être moins dépendant? Non, parce que là, la fabrication de papier, il faudrait qu'il y ait une papeterie installée sur l'île. Il peut arriver qu'il y ait des papeteries artisanales, mais ce n'est pas le cas. Et puis, on n'arrête pas ça nécessiterait une installation de toute une filière et je ne suis pas certain que ce serait rentable à l'échelle de l'île. On voit que le prix du papier importé reste raisonnable, je dirais. C'est pas quelque chose. On ne gagnerait pas grand-chose en faisant une fabrication locale. La dégradation des divers paillages organiques nécessite-t-elle un apport supplémentaire en fertis? Alors, il peut arriver, notamment avec le BRF, c'est surtout avec ce paillage-là qu'on l'a observé. On ne l'a pas observé avec les paillis, mais lorsque l'utilisation du BRF, effectivement, lorsqu'il y a la dégradation du BRF, les micro-organismes qui dégradent cette matière organique s'alimentent d'azote et elles peuvent pomper, aspirer l'azote du sol et concurrencer la culture. Il peut être à ce moment-là nécessaire, je dirais, à partir de 3 mois après la mise en place du BRF, de complémenter la fertilisation azotée de la culture pour compenser cette concurrence avec la dégradation du BRF.
ça Et peut être toujours fait avec pardon. des engrais azotés organiques. Hein. C'est pas obligatoirement de l'engrais minéral. Merci Serge. Et toujours sur les paillages, apporte-t-il un bénéfice par rapport à la consommation en eau? Oui, tout à fait. Les paillages limitent l'évaporation du sol et maintiennent l'humidité. Donc là j'ai actuellement un essai justement pour mesurer tous ces impacts de ces différents paillages à la fois organiques et manufacturés. Là, l'essai, pour l'instant, a été conduit pendant la saison des pluies, donc je n'ai pas pu constater de différence, mais il va être poursuivi l'année prochaine. Et donc, lorsqu'il y aura la période de carême, je pourrai faire des mesures plus précises de l'impact des cépaillages sur le maintien de l'hygrométrie du sol. Merci Serge. Eh bien, je crois que nous arrivons au bout de vos questions. Si vous avez encore, des questions, n'hésitez pas à contacter Serge directement, par mail et à lui demander, enfin lui poser vos questions directement. Merci Serge et Olivier en tout cas, pour vos interventions. Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce troisième épisode de la saison 2 des webinaires DefiFerm. Nous espérons que le format et le contenu vous ont plu et que ce webinaire a répondu au maximum à vos questions. Je rappelle que le replay de ce webinaire sera disponible, très rapidement, suite à la fin de ce webinaire. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter mensuelle sur les webinaires DefiFerm pour recevoir, les différentes, informations sur les prochains épisodes et les liens des replays. Le prochain webinaire se tiendra le 19 décembre et portera sur la culture du maïs semence. Eh bien, si vous n'avez plus de questions, merci encore, Olivier et Serge et je vous souhaite, à toutes et tous un très bon après-midi. Au revoir. Merci, au revoir.